Tous. On va continuer la séance numéro 6, la structure de la matière. Alors aujourd'hui, on va parler de la liaison chimique. Alors, tous les éléments de base, ils peuvent se combiner entre eux de plusieurs façons différentes pour former de nouveaux composés chimiques. C'est-à-dire qu'on peut former plusieurs molécules à partir d'atomes. Pour expliquer alors les propriétés physico-chimiques de ces composés, on doit connaître la nature de la liaison. Donc c'est la nature de la liaison qui va nous indiquer quelles sont les propriétés chimiques ou bien physiques de cette matière-là. Donc c'est-à-dire la façon par laquelle les atomes ils sont liés entre eux. Donc jusqu'à maintenant, on a vu comment les électrons ils sont répartis dans un atome. On va maintenant étudier la répartition des électrons dans les molécules. Pour cela, on va considérer l'ion moléculaire H2 plus. H2, c'est une molécule, normalement H possède un électron, donc H2 possède deux électrons. H2+, c'est-à-dire que c'est une molécule qui a perdu un électron, donc il garde un seul électron, en rouge ici. Alors, cette molécule est constituée de deux noyaux et un seul électron. Donc, deux charges positives pour les noyaux, une seule charge négative pour l'électron. Maintenant, l'électron, il est décrit par une fonction d'onde de Phi, appelée orbitale moléculaire. Cet électron en rouge, il va tourner autour du noyau A1 et aussi autour du noyau A2. L'orbitale moléculaire est considérée comme une combinaison linéaire de deux orbitales atomiques, Φ1 et Φ2. Donc Φ1, c'est la fonction d'onde qui va décrire l'orbitale autour du noyau 1, et Φ2, c'est la fonction d'onde qui va décrire la rotation donc, de l'électron autour du noyau A2. Alors, phi, ça sera la somme de phi1 plus phi2 multiplié par le A1 et A2, petit A1 petit A2. Alors, c'est quoi le petit A1 petit A2? Ce sont les probabilités pour que l'électron soit décrit par phi1 ou bien par phi2. Donc, on retrouve aussi la notion de probabilité de présence. Alors, or, les deux noyaux, ils sont identiques. Donc, puisque on a le même noyau d'hydrogène, donc j'aurai la même probabilité A1 au carré est égal à A2 au carré. Donc, A1 égale à plus ou moins A2. Donc, les solutions notées, on va trouver deux solutions. Une qu'on va noter phi positive, qui est égale à un facteur de phi1 plus phi2, et ce qu'on va appeler une orbitale moléculaire liante, et une orbitale, une deuxième orbitale, donc phi moins, qui est égal à un facteur de phi1 moins phi2. C'est une orbitale moléculaire antiliante. Alors, les énergies E plus et E- dépendent de la distance R entre les deux noyaux. Alors, quand R augmente, c'est une dissociation de la molécule, c'est-à-dire la distance entre les deux noyaux elle augmente, ça veut dire que l'attraction diminue, ça veut dire qu'on a une dissociation de la molécule. Quand R égale à RE, c'est-à-dire l'énergie la plus basse, on peut former la molécule, c'est-à-dire que l'électron il peut tourner autour des deux noyaux, c'est-à-dire qu'on va créer une liaison chimique. Alors, quels sont les types de liaisons? Premièrement, on va voir les liaisons ioniques. Alors, lorsque la différence d'électronégativité entre les deux atomes est engagée dans une liaison, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on a un qui est très électronégatif, l'autre il est très électropositif. Le transfert d'électrons de l'atome de l'un des atomes vers le plus électronégatif, il est possible. C'est-à-dire que toujours l'électron il sera attiré par l'atome le plus électronégatif. La liaison entre un élément électropositif et un électronégatif. Donc, exemple ici, on prend la molécule de NaCl. NaCl est composée de Na+, et de Cl-. Alors, Na+, il est électropositif, Cl- il est électronégatif. Donc, automatiquement, un électron de la couche 3s pour Na, il va être attiré par l'atome de Cl- pour compléter sa couche externe de 3s2, 3p5. Dans ce cas, il y a un transfert total d'électrons de Na
qui est électropositif vers le Cl qui est électronégatif. Alors, pour la liaison covalente, elle est obtenue quand l'électronégativité de l'atome A est égale ou bien voisine de celle de l'atome B. Alors, les atomes, ils mettent tous les deux en commun 2 électrons en formant un doublet électronique. Ainsi, on retrouve la règle de l'octet. Alors, tout atome engagé dans une ou plusieurs liaisons, elle tend à s'entourer de 8 électrons pour avoir la configuration de gaz rare le plus proche. Sachant bien que la configuration des gaz rares est de type NS2 et NP6. 2 plus 6, ça fait 8. Donc, tous les gaz rares, ils ont une couche externe de type NS2 et NP6, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de 8 électrons. On va prendre ici l'exemple du Cl2. Alors le Cl2, il possède donc une couche externe de type 3s2, 3p5. Donc chaque atome de la molécule Cl2, chaque Cl, il va contribuer avec un électron pour former un doublet. D'accord? Et ainsi, le doublet d'électrons, il appartient à la fois au premier atome et au deuxième atome. Donc, si on compte le nombre d'atomes pour le Cl, le premier atome de Cl, donc 2, 4, 6 et 8, donc je compte le doublet pour 2, et ainsi pour le deuxième atome, aussi 2, 4, 6 et 8, donc le doublet, il compte aussi pour 2 électrons. Alors, deux atomes, ils peuvent avoir, ou bien ils peuvent mettre en commun 2 ou 3 doublets d'électrons. Alors, elles forment ainsi un doublet ou bien un triplet, ou bien ce qu'on appelle une double ou bien une triple liaison. Exemple, ici on va prendre l'azote. Alors l'azote, sa configuration électronique est de type 1s2, 2s2, 2p3. Donc, il a 3 électrons non appariés sur la couche P. Donc, pour former la molécule N2, il va mettre en commun 3 liaisons. C'est-à-dire qu'on va avoir une triple liaison. Par contre, l'oxygène, il possède 2 doublets ou bien 2 électrons non appariés, donc on va mettre en commun ces 2 électrons pour former un doublet. Bien sûr, on peut former plusieurs molécules différentes à chaque fois. Donc, exemple ici, la molécule de H2, donc l'hydrogène, il a un seul électron, et bien sûr, il va se lier avec l'oxygène avec un seul électron pour former une liaison OH. Et la même chose de l'autre côté, donc on va former la molécule H2O. Pour le NH3, donc chaque atome d'hydrogène, il va contribuer avec un électron pour se lier à l'atome central qui est l'azote, qui possède 3 électrons non appariés. Alors, ces écritures, ils sont appelées diagrammes de Lewis, c'est-à-dire lorsqu'on va représenter l'atome central entouré du nombre d'électrons qu'il possède sur la couche externe et le nombre de liaisons qu'il peut former avec d'autres atomes. Alors, la règle de l'octet, il n'est pas toujours respectée. Donc, on va voir dans les exercices que pour les molécules, par exemple, PCl5 et SL6, le nombre d'électrons il peut être supérieur à 8. Maintenant, pour le diagramme des orbitales moléculaires, donc il faut établir un diagramme. On va commencer avec les molécules homonucléaires de type A2. A2, ça veut dire qu'on a le même noyau. Exemple, L2, O2, N2. Donc, on va voir ce type de molécules. Alors, même concept que pour les atomes. Alors, les orbitales atomiques, ils sont remplacés par des orbitales moléculaires. Chacune correspond à un état quantique. Alors, les électrons d'un électron lié à 2 noyaux. Alors, comme pour les orbitales atomiques, on ne peut avoir qu'un électron dans un état quantique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un électron dans un état plus 1,5 et l'autre dans un état moins 1,5. Chaque orbitale, c'est une case quantique. Chaque case quantique ne peut contenir que 2 électrons et dans chaque case, on ne peut avoir qu'un seul état quantique, c'est-à-dire pour un seul électron, c'est-à-dire soit plus 1,5, soit moins 1,5. Alors, une orbitale moléculaire contient au maximum 2 électrons appariés. De plus, les orbitales atomiques qui vont se combiner doivent avoir des énergies voisines et aussi les mêmes éléments de symétrie.
Alors, premièrement, on va utiliser la méthode LCAO. Alors, ce qu'on appelle le recouvrement axial. Le niveau d'énergie des orbitales moléculaires, sigma S et sigma étoile S. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la méthode LCAO, qui veut dire donc Linear Combination of Atomic Orbitals? C'est une méthode qui permet d'obtenir les fonctions d'onde sigma S et sigma S étoile et de déterminer les niveaux d'énergie correspondants. Alors, c'est quoi sigma S et c'est quoi sigma S étoile? Ce sont la combinaison des orbitales atomiques. Maintenant, sigma S et sigma S étoile, ce sont des niveaux énergétiques qui correspondent à des orbitales moléculaires. Alors, l'énergie de l'orbital sigma S est inférieure à celle de l'orbital S de départ. Par contre, l'orbital sigma S étoile est une énergie supérieure à celle de l'orbital atomique S. Alors, les orbitales moléculaires sigma sont obtenues par recouvrement axial. C'est une symétrie axiale, c'est-à-dire qu'on va faire l'addition selon un axe. Généralement, c'est l'axe. Alors, cas de l'orbital de type S, donc à partir des orbitales atomiques S, on peut former deux orbitales moléculaires sigma S et sigma S étoile, telles que donc sigma S c'est A, facteur de S1 plus S2, donc on obtient une orbitale liante, et sigma étoile S, A, facteur de S1 moins S2, c'est une orbitale antiliante. Ça, c'est la représentation pour S1 et S2, une orbitale liante et une orbitale anti-liante. Maintenant, si on passe aux orbitales de type P, alors on suppose que l'axe de la molécule est toujours l'axe Z. Alors, à partir des orbitales de P, on peut former deux orbitales moléculaires, donc sigma Z et sigma Z étoile. Donc, pour sigma Z, ce sera A facteur donc, de PZ1 plus PZ2, va nous donner donc une orbitale liante, et sigma étoile Z, ça va nous donner A facteur de PZ1 moins PZ2, c'est une orbitale anti-liante. Maintenant, les orbitales atomiques de type Z, supposons que la molécule, lorsqu'on a tracé les orbitales de type P sur un référentiel, donc on a dit que chaque orbitale, donc Px, Py et Pz, chacun suit un axe. Alors, supposons que l'axe de la molécule c'est l'axe Z, donc Pz, on va faire l'addition selon l'axe Z. Donc Pz de la molécule 1, pardon, de l'atome 1, plus Pz de l'atome 2, va se faire selon un axe Z. Donc c'est un recouvrement axial. D'accord? Toujours selon un axe. Et la même chose pour PZ1 moins PZ2, c'est toujours selon un axe. Donc c'est un recouvrement axial. Et chaque recouvrement axial, il donne lieu à une orbitale de type sigma. Maintenant, il y a un autre type de recouvrement puisque les orbitales qui restent, c'est-à-dire le Px et le Py, ils sont perpendiculaires à l'axe Z. Donc, puisqu'ils sont tous les deux perpendiculaires, plus ou moins ils sont parallèles entre eux. Alors, parallèles et perpendiculaires en même temps. Alors, le recouvrement n'est plus axial. On dit que le recouvrement il est latéral. Alors, il y a formation d'une orbitale moléculaire liante qu'on va noter pi. Donc, pi x et pi x étoile. Donc, selon l'orbitale ou bien selon l'axe x, le recouvrement il est latéral et donne naissance à deux orbitales moléculaires de type pi qu'on va noter px et px étoile. La même chose pour y, selon l'axe y, on va avoir un recouvrement aussi latéral et on va avoir py et py étoile. Donc, les orbitales moléculaires de type py et py étoile sont équivalentes en énergie et en symétrie aux orbitales px et px étoile. Donc, ce qu'on va retrouver comme ordre énergétique pour la molécule A2, donc on va noter sigma S étoile, sigma Z, Px, Py, Px étoile, Py étoile, et ensuite sigma Z étoile. Ça, c'est l'ordre énergétique. C'est-à-dire, lorsque je commence le remplissage, je commence toujours par le niveau le plus bas. Alors, le niveau le plus bas,
c'est le sigma S. Ensuite, sigma S étoile, ensuite sigma Z, ensuite Px, Py, ensuite Px étoile, Py étoile, et enfin, donc sigma Z. Voilà la représentation de ce diagramme énergétique par rapport à la molécule A2. Donc, on trouve que la combinaison commence toujours par le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, c'est 2s. Alors, la combinaison des 2s pour l'atome 1, pour l'atome A et pour le deuxième atome A, donc ça donne naissance à deux orbitales moléculaires sigma S et sigma S étoile. Ensuite, ça nous donne la combinaison des orbitales de type P. Donc PZ1 plus PZ2, ça nous donne sigma Z étoile. Et PX, PY1 plus PX, PYZ, ça donne naissance aux orbitales moléculaires de type PX et PX étoile et PY et PY étoile. Alors, exemple ici, le niveau énergétique pour la molécule O2. Alors, premier cas, donc O2, donc on sait que la configuration électronique de la molécule O est égale à 1s2, 2s2, 2p4. Alors, les orbitales de valence sont ou bien la couche externe de type 2s2, 2p4. On sait que l'énergie pour l'orbital 2s est égale à moins 28,4 et pour 2p c'est moins 13,6 électrovolts. Donc la différence entre les deux niveaux énergétiques est égale à 14,8 électrovolts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction SP. Donc je peux établir la configuration électronique et je reporte le niveau S et le niveau P. Alors pour le niveau S il contient 2 électrons, le niveau P il contient 4 électrons. Alors pour remplir les orbitales moléculaires, je commence par prendre un électron de la couche S de la premier atome et un électron de la couche S du deuxième atome et je remplis le premier niveau qui est sigma 2s. Ensuite, je passe au niveau supérieur, c'est-à-dire je prends toujours un électron de la couche de l'atome 1 et un électron de l'atome 2 et je remplis le deuxième niveau qui est le sigma S étoile ou bien sigma 2s étoile. Donc, il ne me reste plus d'électrons sur les orbitales de type S. Je passe au niveau de P. Alors, sur le niveau de P, le premier atome il possède 4 électrons, le deuxième atome possède 4 électrons. Donc, la même chose, je prends un électron de l'orbital PZ1 plus un électron de l'orbital PZ2 et je remplis donc le sigma Z. Ensuite, je prends un deuxième électron puisque le niveau suivant contient Px et Py, donc il y a deux orbitales moléculaires, chaque orbital est rempli avec 2 électrons, donc il me faut 4 électrons. Donc je prends 2 électrons de l'atome 1 et 2 électrons de l'atome 2 pour remplir le Px et le Py. Donc il me reste combien? Il me reste un électron sur le premier atome et un électron sur le deuxième atome. Donc je prends un électron, je le mets sur Px étoile et un électron sur Py étoile. Pourquoi? Parce que il faut toujours respecter les 4 règles qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire que les électrons ils ont tendance à occuper le maximum d'orbitales qui ont le même niveau d'énergie. Puisque l'orbital Px et Py ils ont le même niveau d'énergie, donc automatiquement je dois répartir le nombre d'électrons sur les différentes orbitales. Alors, deuxième cas, c'est la molécule N2. Alors maintenant, la molécule N2, il y a ce qu'on appelle une interaction sp. Alors, les énergies des orbitales 2s et 2p sont voisines, donc on aura un mélange des orbitales, comme connu sous le nom d'une interaction sp. L'interaction sp conduit à l'inversion de quelques molécules, ou bien de quelques orbitales moléculaires. Ainsi, sigma z est déstabilisé par rapport à px et py. Donc px et py sont plus stables que sigma z. L'ordre énergétique il est bouleversé, ou bien on observe un changement. Donc on va remplir le sigma S étoile, ensuite remplir le px, py, après je remplis le sigma z. Ensuite le px étoile, py étoile et le sigma z étoile. Voilà la représentation de la molécule N2. Donc, remarquez bien qu'on remplit toujours le sigma S, ensuite le sigma S étoile, ensuite le Px, Py et ensuite le sigma Z étoile.
Après, donc, je retrouve le Px étoile, Py étoile, et à la fin, donc, le sigma Z étoile. Bien sûr, lorsque je vais écrire la configuration électronique de la molécule N2, donc ce sera sigma S à la puissance 2, sigma S étoile à la puissance 2, Px, Py à la puissance 4 et sigma Z à la puissance 2. Alors, une caractéristique très importante de la liaison covalente, c'est le nombre ou bien indice de liaison. L'indice de liaison d'une molécule ou bien d'un ion est donné par grand N est égal à 1 demi facteur de petit n moins petit n étoile. Avec petit n, c'est le nombre d'électrons situés dans les orbitales moléculaires liants. N étoile, c'est le nombre d'électrons situés dans les orbitales moléculaires anti-liants. Ça veut dire que lorsque je veux calculer le nombre des liaisons, j'applique la formule. Alors, petit n, c'est le nombre d'électrons. Donc, je dois compter le nombre d'électrons qui se trouvent sur les orbitales liants. Les orbitales liants sont sigma S, c'est sigma Z, Px et Py. Et les orbitales antiliantes sont sigma S étoile, c'est Px étoile, Py étoile et sigma Z étoile. Donc, tout ce qui est liant, c'est sigma et P et Pi, et tout ce qui est anti-liant, c'est sigma étoile et Pi étoile. Maintenant, il y a une relation entre la longueur de liaison et le nombre de liaisons. Alors, si la distance entre deux noyaux à l'équilibre, ça veut dire que quand n augmente, L diminue. Ça veut dire que quand le nombre de liaisons augmente, la longueur de la liaison elle diminue. C'est normal, puisque si vous prenez par exemple une corde qui mesure 1 mètre, si vous la pliez en deux, donc vous aurez deux liaisons ou bien deux cordes, chacune une mesure de 50 cm, mais donc vous avez augmenté le nombre de liaisons, mais vous avez diminué la longueur de la liaison, et ainsi de suite. Alors, pour l'énergie de liaison, l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour dissocier la molécule. C'est normal, quand le nombre de liaisons augmente, la longueur elle diminue et l'énergie elle augmente. Ça veut dire que plus vous aurez un nombre de liaisons qui est élevé, plus il faut fournir beaucoup d'énergie pour dissocier la molécule. Donc, ça revient au même. Et plus vous aurez un nombre élevé de liaisons, plus la longueur elle diminue, et ainsi de suite. L'énergie ou bien le niveau énergétique pour l'orbital 1s pour l'hydrogène est égal à moins 13,6 et par contre pour le fluor c'est moins 37,9, donc il est assez éloigné. Par contre le 2p pour F est égal à moins 17,4, donc il est assez voisine de l'hydrogène. C'est pour cela qu'on va faire la liaison entre l'orbital de type S et l'orbital de type P pour le. Alors, les orbitales atomiques du fluor restent non combinées et donnent des orbitales moléculaires non liantes de même niveau d'énergie. Donc, on aura une seule orbitale qui va se lier et deux autres qui vont rester sans liaison. Alors, la différence d'électronégativité entre les deux atomes entraîne une dissymétrie du diagramme des niveaux énergétiques. Alors, le fluor est plus électronégatif que l'hydrogène. Ceci se traduit par un déplacement du nuage électronique moléculaire de la liaison du côté du fluor. Donc, vu que le fluor est plus électronégatif que l'hydrogène, donc l'atome de fluor il va attirer vers elle donc le nuage électronique ou bien l'électron et il va tourner beaucoup plus autour du fluor ou bien il sera beaucoup plus présent autour du fluor que autour de l'hydrogène.